Il est 10 heures ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. 5 mois de présidence Trump dans un monde plus qu'incertain. Les Européens condamnés à la lucidité. Aujourd'hui, au Conseil qui se tient à Bruxelles, les dirigeants des 27 ont beaucoup de choses à se dire, mais ils sont divisés, tant sur l'Ukraine que sur la guerre commerciale avec Washington. On y reviendra. Le bilan très lourd de la répression des manifestations au Kenya, au moins 16 morts selon les chiffres de France 24 tués dans les rassemblements commémorant le mouvement social et politique de l'an dernier. Reportage à suivre dans le journal de 11 heures. Ce jeudi 26 juin, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, des substances qui tuent des centaines de milliers de personnes chaque année dans le monde et permettent à ceux qui les vendent de gagner des fortunes. L'un de ces barons de la drogue, Fito, c'est son surnom, qui était en cavale depuis 1 an et demi, vient d'être arrêté en Équateur. Ennemi public numéro 1 dans son pays, il est soupçonné d'être lié à l'assassinat d'un candidat à la présidentielle en Équateur en 2023. Et c'est sur ce sujet que nous prenons le temps de nous arrêter ce matin, le narcotrafic, sujet de santé publique mais aussi de sécurité à l'échelle mondiale. Face à des trafiquants toujours plus puissants, une économie tentaculaire, une consommation allant progressant, sommes-nous forcément impuissants? Que peuvent les États, que peuvent les politiques publiques face à ces multinationales du crime? Question posée ce matin à mes invités, Clotilde Champérache et Bertrand Monet. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Clotilde Champérache. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, pôle sécurité, défense et renseignement et autrice de Géopolitique des mafias qui est sortie aux éditions du Cavalier Bleu. Bertrand Monet, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'EDEC, École des hautes études commerciales, spécialiste de l'économie du crime. Vous rentrez tout juste de Colombie et vous avez signé il y a quelques mois une série ahurissante que je conseille à tous de regarder, intitulée Narco-Business en partenariat avec Le Monde. Vous vous êtes rendu, Bertrand Monet, sur les terres des narcos au Mexique pour avoir une idée de ce que vous y avez fait. On va regarder tout de suite un extrait d'un des épisodes et on en reparle juste après. La zone où je me rends est à quelques centaines de mètres du territoire d'un autre boss du cartel, qui lui s'est opposé à ma venue ici. ¿Está bien? ¿Todo está bien? Can I go out of the car? Sí, ok. Sí, no voy a filmar ici. Ok. Mon objectif, comprendre l'économie de cette multinationale du crime et observer son nouveau business, une drogue surpuissante, le fentanyl. Bien, ben là, je suis sur le territoire d'un clan du cartel de Sinaloa. La situation est un peu tendue parce que l'armée n'est pas loin, ils viennent de détruire un laboratoire apparemment. Donc les hommes sont un peu nerveux. Le chef a accepté de me parler malgré tout. Je vais essayer de comprendre le fonctionnement de l'organisation et le type de business qu'il conduit. Can you look at me or not? Voilà, on dirait du cinéma, mais ça n'en est pas. Il faut aller au plus près pour documenter ce narcotrafic, voire risquer sa vie. Non, risquer sa vie, non, mais effectivement, je pense qu'il est essentiel d'aller au plus près des parties prenantes, en fait, de ce qui est malheureusement une économie, criminelle certes, mais une économie. Et pour comprendre comment ça fonctionne, j'essaie en tout cas de rencontrer ceux qui la font, cette économie, en l'occurrence des gens du cartel de Sinaloa, et c'est pas spécifiquement dangereux si on prend le temps, si on a le temps. J'ai mis de nombreuses années à arriver jusqu'à ces gens. Comment on arrive à les convaincre ? C'est d'abord beaucoup d'échecs, énormément d'échecs. J'ai raté à peu près tout ce que j'ai entrepris pendant 8 ans. Là, je rentre de Colombie, vous le disiez, et j'ai enfin réussi à filmer un labo de coke, et c'est à la 7e tentative en 2 ans que j'ai réussi. Donc, c'est essayer de convaincre d'abord qu'on n'est pas dangereux, parce qu'ils se méfient beaucoup de tous les gens extérieurs à l'organisation. Et puis après, en fait, c'est... En connaissant des gens placés dans le cartel à des échelons de commandement, en fait, on peut arriver ou pas à être recommandé auprès d'autres chefs de clan, entrer dans des labos, mais c'est toujours un peu tabou de filmer la production. Alors moi, c'est vraiment ce que j'essaie de comprendre. Quels sont les produits, quels sont leurs coûts, comment on fait au-delà de l'image qu'on a, de la compréhension externe qu'on peut avoir du trafic de drogue. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux économiquement? Parce qu'en fait, c'est du low cost, c'est des coûts
extrêmement limité, avec des marges énormes, et ça, il n'y a que dans les labos en fait qu'on peut le comprendre. Et vous avez pu effectivement tourner pour cette série un labo de production de fentanyl. On va y revenir dans un instant. Une question m'est venue en préparant l'heure d'info qui précède cette émission de débat avec Clotilde Champérache. Les soubresauts géopolitiques dans le monde ont-ils un quelconque effet sur le narcotrafic à l'échelle mondiale? Est-ce que plus le monde se tend, plus est-ce que ça a un effet sur le trafic? Oui, il y a des reconstitutions, des réorganisations criminelles, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça a amené des groupes criminels qui étaient russo-ukrainiens à se transformer. Alors, soit en maintenant une coopération malgré le conflit, soit en adoptant des positions un peu nationalistes pour certains. Et puis, les théâtres de guerre sont aussi des théâtres de consommation de drogue, surtout quand on est obligé de mobiliser des réservistes, c'est-à-dire pas l'armée de métier, mais des gens qu'on envoie au combat sans véritable préparation, sans volonté de se battre. Les drogues servent, elles ont servi aussi au 7 octobre. Les djihadistes étaient sous Captagon. Donc il y a une géopolitique des drogues qui accompagne les conflits. Il y a un lien de cause-conséquence quasi sociologique entre l'état du monde et la consommation. Est-ce que plus le monde est anxiogène, plus la consommation monte, ou c'est une fausse idée qu'on se fait? Alors tout dépend des drogues. Alors ceux qui en parlent de façon autorisée sont les médecins addictologues, ce que je ne suis pas. Bien sûr. Mais effectivement, tout dépend des drogues. Pour ce qui est de la cocaïne, qui est l'un des blockbusters, des grandes organisations criminelles transnationales, je ne pense pas que ce soit lié à une dégradation de conditions socio-économiques ou autres. C'est plus une drogue c'était une drogue festive, maintenant c'est aussi devenu une drogue de travail finalement. C'est ce qui explique l'explosion de la cocaïne dans le monde. En revanche, c'est effectivement, pour ce qui est des drogues de synthèse, notamment des opioïdes de synthèse, et c'est le cas du fentanyl, mais il y en a d'autres, là effectivement, c'est une consommation de drogue qui tue des centaines de milliers de personnes. Ça a tué 600 000 personnes quand même aux États-Unis ces dernières années, 130 000 l'année dernière. Et ça, effectivement, c'est une consommation qui est faite par une population qui est en souffrance, mais qui au départ en fait soignait cette souffrance par une consommation de médicaments parfaitement légaux, vendus par des laboratoires pharmaceutiques qui ont cessé de vendre abusivement leurs produits et qui ont malheureusement été remplacés par les narcos, mais qui jouent et qui entretiennent en fait ce mal-être sociétal parce que ça leur rapporte énormément. Donc pour les drogues de synthèse, notamment les opioïdes, je pense que oui, il y a effectivement un effet d'un mal-être. Pour d'autres drogues, notamment la cocaïne, je ne le pense pas. Est-ce que vous diriez que le narcotrafic, si on essaie de faire un tableau global de Clotilde Champérache, ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui à travers le monde? C'est vrai qu'on est dans une situation où toute drogue confondue, l'offre est très importante. Pour la cocaïne, on n'a jamais planté autant de cocaïne qu'en Amérique latine. Donc l'offre est hyper abondante. À côté de ça, il y a tous les produits dont on parle moins. Le cannabis le plus consommé comme drogue à l'échelle mondiale. Mais il y a aussi tous ces nouveaux produits de synthèse qui se multiplient avec un référencement qui court derrière les inventions, parce qu'il y a une inventivité des trafiquants qui est énorme. Et de l'autre côté, une demande qui, elle aussi, explose, alors notamment en Europe, avec des phénomènes de marketing qui sont très importants, parce qu'il y a évidemment le phénomène de l'addiction, mais il y a aussi la banalisation du produit. La cocaïne, c'est plus la drogue du riche, c'est plus la drogue des élites, parce qu'elle est beaucoup moins chère qu'avant, parce que très abondante. Et les réseaux sociaux, la vente à domicile ou à une adresse qu'on concorde entre le dealer et le consommateur, tout ça, ça facilite l'accès aux drogues. Et à l'heure actuelle, les drogues sont extrêmement accessibles pour tout le monde finalement. Bertrand Monet, on a franchi quelque chose là, et notamment dans le rapport à la consommation. Est-ce que les réseaux sociaux, effectivement, jouent beaucoup là-dessus, tant sur la demande que sur l'offre? Oui, tout à fait. Il y a aujourd'hui encore une fois, si on se réfère à des structures économiques de type entreprise, on voit tout à fait que la distribution c'est vraiment élargie, professionnalisée. Elle ressemble de plus en plus à la distribution de produits légaux, avec effectivement une distribution qui se fait notamment en ligne, avec tout ce qu'on appelait Uber Sheet, mais en fait c'est Uber Drogue, c'est de la livraison. Il y a aussi de plus en plus, et ça c'est observable, et ça inquiète un peu certains narcos entre guillemets traditionnels avec lesquels je peux échanger pour mes recherches. Il y a aussi de plus en plus un accès à des drogues pures,
notamment de la cocaïne pure, sur certaines plateformes du dark web, c'est-à-dire de l'internet criminel pour aller vite, et qui permettent une ubérisation du trafic et de la coupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'étaient pas des trafiquants jusque-là, qui ont accès aux produits purs colombiens, et qui vont acheter 1 kilo, 2 kilos de cocaïne. Et la transformer eux-mêmes. Qui vont le couper dans leur cuisine, généralement c'est avec du glucose ou avec un médicament antalgique, et qui vont vendre comme ça. Donc il y a cette, effectivement, il y a cette libéralisation, j'allais dire, du marché. Et malheureusement, effectivement, ils font du marketing, ils sont très, très forts aujourd'hui. La cocaïne est vendue à peu près sur tous les terrains de vente de drogue aujourd'hui en France. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Et ça vient du fait que les narco-colombiens, et ils m'en parlent, ils ont donné au départ des quantités assez importantes de drogue à leur réseau de distribution pour qu'ils essaiment comme ça, et ils proposent à des dealers qui jusque-là ne vendaient pas cette drogue, ils proposent cette drogue à la vente pour finalement gagner des parts de marché. Est-ce que ce faisant, parallèlement, le niveau de toxicité des produits va grandissant ? C'est la problématique de la pureté, dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'effectivement, la cocaïne est de plus en plus pure sur le territoire, avec un prix plus bas. Donc c'est contre-intuitif ça, parce qu'on pourrait se dire que l'intérêt des vendeurs, des trafiquants, est-ce qu'elle soit le plus délayée possible pour gagner un maximum d'argent. Oui, alors c'est parce que l'offre est hyper abondante et qu'il faut la placer, parce qu'on ne stocke pas vraiment la drogue, c'est trop compliqué, c'est risqué aussi s'il y a des entrepôts de drogue de faire des saisies, donc il faut écouler le produit. Et après, ça permet effectivement cette imbrication avec des consommateurs revendeurs, des personnes qui vont aussi manipuler eux-mêmes la drogue pour faire de la cocaïne basée, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le crack. Le crack, il est vendu soit directement en boulettes, mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui achètent de la cocaïne poudre, qui chez eux, la base pour faire du crack, de la cocaïne basée. Et ça, c'est extrêmement addictif, plus que la cocaïne poudre. Donc, il y a tous ces processus-là qui se mettent en place. Il y a les nouveaux produits de synthèse qui circulent et l'information sur la qualité de ces produits, elle est complètement fictive. Ouais. C'est-à-dire que même quand on achète sur les réseaux sociaux, bon, il y a la promotion, on vous dit c'est de la pure, c'est de la colombienne, c'est de la bonne, mais le consommateur finalement n'en sait rien. Il n'y a pas de service après-vente non plus. Ouais. Non. D'ailleurs, à propos de la cocaïne, on s'interrogeait sur les effets de la géopolitique sur le narcotrafic. L'accord de paix en Colombie entre les FARC et le gouvernement a énormément participé à la profusion de plantations en Colombie. Absolument. Non, c'est frappant. Moi, je travaille en Colombie depuis une vingtaine d'années. Ça fait 3 ans que là où je travaille, je vois les zones de culture de coca vraiment exploser. Enfin, c'est hallucinant. Il y en a partout. Et dans l'indifférence générale ? Oui, parce qu'en fait, c'est un plan... Alors, c'est une réalité politique sécuritaire colombienne qui peut se discuter, mais le gouvernement Petro, donc le président colombien, a décidé de mettre en place ce qu'il appelle le plan de paix totale pour essayer de mettre fin à un conflit extrêmement meurtrier. Donc, pour ça, il a passé des accords. Alors, non seulement... Alors, les FARC avaient déjà été démobilisés, mais avec des fronts des FARC qui persistent. Les FARC EMC, notamment, état-major central, avec l'ELN, une guérilla qui n'a pas encore accepté les accords, et puis avec des milices d'extrême droite qui sont tous devenus des narcotrafiquants. Et en fait, sur une large partie du territoire colombien, en fait, ces guérillas démobilisées, mais qui ont toujours leurs armes, elles contrôlent toujours des territoires extensifs. Et qu'est-ce qu'elles font sur ces territoires ? Là où j'étais la semaine dernière, qu'est-ce que je voyais ? On est en zone FARC. Vous avez des checkpoints, il y a des affiches des FARC partout. Dans le labo dans lequel j'ai filmé, il y avait un chef des FARC qui était là. Pourquoi ? Pour contrôler la qualité, pour vérifier que la drogue qui était produite effectivement correspondait à leurs standards, et surtout pour vérifier la quantité, parce que les FARC prélèvent une partie, c'est entre 20 et 25%. Alors soit c'est en drogue, soit c'est en argent, soit c'est en émeraude, parce qu'une partie du deal se fait en émeraude, mais dans tous les cas, ils en profitent. Donc effectivement, la réalité politique et sécuritaire est essentiellement colombienne. Quand on parle de la cocaïne, problème de la cocaïne en Europe, il faut aller en Colombie pour comprendre. Et ça a fait exploser le trafic, et c'est pour ça que malheureusement ces guérillas-là, elles ont un intérêt très très faible, c'est un euphémisme, à se démobiliser vraiment, parce qu'elles sont devenues des narco-guérillas et ça rapporte énormément. Et puis pendant le Covid, ce qu'on a oublié un peu, c'est qu'il y a toute une population pauvre agricole qui a migré vers les villes parce que c'était la panique, il n'y avait plus de revenus, et ces territoires abandonnés ont été repris aussi par les narcotrafiquants pour planter encore plus de coca. Sur la pureté de la cocaïne, je pense qu'il est aussi important de rappeler que c'est une drogue extrêmement dangereuse, parce qu'on a quand même une image de la cocaïne qui malheureusement est assez positive par rapport à l'héroïne notamment, ou d'autres drogues. Pour avoir encore une fois filmé toute la production pendant 36 heures de centaines de kilos de coke, le nombre de produits chimiques
de solvants, d'acides qui sont intégrés. Moi, j'ai été malade, vraiment très malade pendant 24 heures après. Rien qu'en visitant le labo. À cause des inhalations. Donc, il faut bien comprendre que la drogue, la cocaïne, en soi, c'est déjà très dangereux. Et en plus, alors, quand elle est coupée, elle peut être coupée avec des produits qui ne sont pas dangereux. Je pense notamment au glucose. Mais un narco, c'est pas un pharmacien. Donc, quand il peut couper avec un produit le moins cher possible, et tant pis s'il est dangereux, avec des analgésiques, notamment avec des médicaments, et on connaît pas l'interaction, les effets d'une interaction entre un médicament et la cocaïne, c'est pas bien périmétré, quoi. Hein, c'est pas normé. Donc, c'est vraiment une drogue très dangereuse. Effectivement, le fait que sa pureté augmente, c'est vraiment alarmant. Parmi ces nouveaux produits qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que vous diriez qu'on a, dans le narcotrafic, franchi un cap? Alors, les drogues de synthèse ne sont pas nouvelles aujourd'hui, mais effectivement, on parlait de ce nouveau venu, ça fait quelques années maintenant. Le fentanyl, vous le rappeliez, c'est un fléau sanitaire aux États-Unis. Je crois que c'est la 2e cause de mortalité aujourd'hui. 130 000 morts l'an dernier. Est-ce que ça a rebattu les cartes, cette arrivée de ce que les narcos appellent le M30 ? Alors, c'est une diversification. Alors, pour l'instant, c'est plus les États-Unis parce qu'il y a le contexte aussi sanitaire américain, un système de sécurité sociale qui n'est pas du tout le nôtre, avec un accès aux médicaments très différent. Une filière légale au départ, l'industrie Purdue Pharma qui a été condamnée pour ça en mettant en place l'oxycontine, qui était très addictif, mais ça a été caché par l'autorité de régulation pour la mise en vente de ce médicament-là. Et il y a des médecins, là aussi de la sphère légale, qui ont fait des ordonnances, créé des cliniques de la douleur pour créer cette addiction-là. Et après, quand le système s'est fermé, il a fallu trouver des produits de substitution. Et donc, il y a eu une porte-entrée pour le continent américain. Ceci étant, l'Europe est aussi dans la ligne de mire. Les chiffres italiens viennent de tomber. On a un problème notamment avec ce qu'on appelle la cocaïne rose, qui en fait ne contient pas du tout de cocaïne. C'est un mélange kétamine, MDMA. Donc, il y a des cocktails chimiques qui sont problématiques, qui arrivent sur notre territoire, avec des laboratoires, là aussi c'est particulier, des laboratoires qui peuvent être implantés dans un garage en Europe même. Donc là, il n'y a plus ces flux et cette production qui serait ciblée sur un territoire particulier. Ça peut être un peu n'importe où avec des problématiques écologiques majeures parce que, comme pour la cocaïne, il y a des solvants, des précurseurs chimiques qui sont jetés dans la nature. Et on va regarder à ce propos dans un instant un extrait d'un de nos documents, effectivement, aux Pays-Bas, qui raconte la pollution des sols à cause de ces labos qui sont implantés en Europe. Le fentanyl, c'est ce sur quoi vous avez travaillé dans l'état du Sinaloa et du cartel du même nom au Mexique. Vous avez fait une interview hallucinante de l'un des boss, d'un des clans du cartel, qui parle notamment de la marge, des profits faits avec ce fentanyl. On écoute un extrait de votre document, Bertrand Monet. Can you tell me your position in the cartel? Porque mira, por tu seguridad y la mía, yo creo que es mejor brincarnos esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que estamos bien relacionados, estamos bien posicionados, porque de otra manera no pudiésemos producir y no nos pudiesen cuidar. Para llegar a ese nivel necesita estar bien relacionado y estar en un escalafón bueno. Where do you buy the fentanyl? Mira, hay gente que se dedica al trasiego, hay gente que se dedica a proveer los insumos, hay gente que nos dedicamos a preparar, hay otros que se dedican a bajar el dinero, en fin. Nosotros compramos el producto aquí. Yo no me arriesgo a traerlo de fuera. Aquí hay gente que me lo vende y yo lo compro aquí. Por un kilo de fentanilo, pues estamos hablando de las pastillas del M30. Estamos hablando que un kilo ya ha producido $17,000 por. And at which price do you sell this same kilo to your clients? Buena pregunta. Se vende el kilo aproximadamente entre 400, como unos $400,000 aproximadamente. Can you tell me how much money does your client of the cartel earn every month? Mira, una persona que trabaje regularmente, que trabaje bien y trabaje regularmente, pues estamos hablando que se puede llevar de $500,000 a $1 millón en un mes, de forma tranquila, ¿no? Voilà, il dit beaucoup de choses dans cet extrait sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Ce chef de clan du cartel du Sinaloa, il parle de la corruption notamment, et c'est évidemment très important. Un mot d'abord de ce que c'est le fentanyl, non pas pour en faire la promotion, mais pour rappeler d'où il vient, évidemment. Au départ, le produit de base, vous avez visité les labos et vous l'avez documenté, est importé quasiment légalement de Chine. Oui, le fentanyl, c'est un médicament. Hein. D'ailleurs, les narcos ne parlent pas de fentanyl, ils lui donnent un autre nom, ils appellent ça M30.
M30. Hein, voilà. Mais le fentanyl, au départ, est un médicament. En fait, c'est un antidouleur très, très puissant. C'est un super tramadol qui est tellement puissant, en fait, qu'à l'hôpital, il est administré en dose infinitésimale, souvent par timbre. Voilà. Et pour le produire, en fait, les narcos ont deux solutions, mais généralement, ce qu'ils importent, ce sont les produits précurseurs du fentanyl qui sont produits par des laboratoires parfaitement légaux. Et ils arrivent à détourner une petite partie, parce qu'il faut très très peu de produits pour produire beaucoup de pastilles de M30. Ils arrivent à détourner une partie du produit de sa chaîne de valeur, hein, depuis le laboratoire pharmaceutique jusqu'aux hôpitaux dans lesquels il est livré, en corrompant certaines personnes au sein de ces entreprises chinoises en l'occurrence. Ils arrivent à extraire une partie de ce fentanyl et de ces produits qui vont leur permettre de reconstituer en fait du fentanyl encore plus fort que le produit initial dans leur labo. Et ils ont appris, alors ça fait 15 ans maintenant, donc ils ont appris, alors au départ c'était tellement fort qu'ils tuaient tout de suite leurs clients, et puis petit à petit ils ont appris à doser, ils ont des chimistes qui arrivent à produire une drogue qui est extrêmement addictive, qui va tuer mais pas tout de suite. Ça leur permet, c'est dramatique, hein, mais ça leur permet quand même de gagner de l'argent sur le dos des junkies qui vont vivre entre 3 et 4 ans, rarement plus. Dans des états terribles qui ont été documentés ces derniers mois, notamment aux États-Unis, à $16 000 le kilo pur, $400 000 à la revente. Ce que se dit cet extrait, c'est quelque chose de fondamental dans l'économie du narcotrafic aujourd'hui, c'est que l'unique idéologie de cette criminalité, c'est l'argent. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre chose que le dollar roi. Clotilde Champérage. Ça dépend des organisations criminelles, parce qu'en fait, elles sont extrêmement nombreuses à se partager ce marché. Hein. Pour Europol, l'année dernière, ils indiquaient qu'il y avait 821 réseaux criminels dangereux actifs sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il y a ces réseaux-là. Alors, il y a ceux qui sont en bas de la chaîne, qui vont distribuer au consommateur final, qui, eux, gagnent peu, finalement. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que les gros producteurs, que les intermédiaires de gros, qui, eux, ont un rôle très important, parce que c'est sans doute eux qui font les plus grosses marges. Donc, cet argent, c'est des sommes énormes, mais qui se répartissent aussi. La corruption, il faut la payer. Quand on voit les sommes versées, alors ça montre qu'ils sont extrêmement riches, mais ça montre aussi qu'il faut bien huiler la machine pour que ça fonctionne durablement. Et parmi les organisations criminelles qui participent au trafic, il y en a qui recherchent aussi le pouvoir, l'emprise territoriale, quitte à parfois dépenser de l'argent de façon irrationnelle économiquement. Lesquelles, dans quelle région du monde ? Alors, je pense aux mafias italiennes, qui ont vraiment une emprise sur la politique, sur la société, qui raquettent le territoire, alors que à côté, ils participent au trafic de gros de cocaïne. Donc, les sommes, comparativement, ça n'a pas de sens de racketter. En plus, sur certains territoires, c'est du racket systématique sur le principe de qu'ils payent peu, mais qu'ils payent tous. Ce qui veut dire que les sommes sont pas énormes et qu'en plus, c'est une logistique énorme à mettre en place pour contrôler chaque rue, chaque commerce, chaque entreprise. Donc le rapport coût-bénéfice, là, il est faible et il est dans une logique de pouvoir. Pablo Escobar aussi, quand il fait un peu de l'offre sociale sur son territoire, il est aussi dans cette logique de créer une légitimité sociale favorable au crime, défavorable à l'État, pour instrumentaliser aussi cette faiblesse étatique. Oui, tout ça s'auto-alimentant, je vous vois dubitatif. Oui, enfin, moi, pour passer du temps avec des gens comme ça... C'est vrai d'abord l'argent. Non, mais certains ont effectivement un besoin de contrôle territorial, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pour rester sur la coca, mais c'est vrai aussi pour le cannabis dans le Rif. Hein. Il faut maîtriser un territoire, c'est certain. Et donc, il faut investir au sens géographique sur ce territoire. Il faut le maîtriser physiquement, économiquement, socialement. Mais c'est pas tant politique que pour se permettre le but, alors je ne parle pas des tranquillement. mafias italiennes, mais pour notamment tout le crime organisé sud-américain, y compris brésilien, c'est uniquement, c'est des gens qui sont fascinés par l'argent, qui sont... Quand on leur pose la question, mais le truc est en train de produire, là, ça va tuer des gens. Oui, je sais. C'est la réponse de tous les narcos. C'est pas un problème, ça, parce que ce qui compte, c'est l'argent. Il faut bien voir qu'au sein de ces organisations-là, l'essentiel des morts, l'essentiel des assassinats, par exemple, en ce moment à Culiacán, la capitale de l'État de Sinaloa, siège du cartel éponyme, à Culiacán, en ce moment, c'est 15 exécutions par jour. Ce que j'ai tourné, là, je ne pourrais pas le faire en ce moment, je ne peux pas y retourner, c'est trop dangereux. Et ces exécutions, elles se font au sein même de leur organisation. C'est des purges. Donc, c'est des gens pour qui la vie, finalement, n'a aucun intérêt. On tue des gens parce qu'ils ne produisent plus ou parce que...
le seul but de ces narco-organisations, hein, il y a vraiment des organisations qui sont centrées sur le narco-business, c'est vraiment l'argent à tout prix. Mais effectivement, pour ça, très souvent, ils doivent maximiser leur emprise territoriale et surtout anesthésier l'échelon politique, administratif, judiciaire, sans quoi, effectivement, ils sont arrêtés, ils sont démantelés. Donc, ça coûte beaucoup. Donc, de fait, ils ont un rayonnement dans la société. Et puis, il faut aussi qu'ils recrutent et il faut qu'ils contrôlent ces territoires et que sur ces territoires-là, ils soient acceptés par la population, ils soient aimés par la population. Et par exemple, pendant le Covid, on l'a vu dans l'État du Sinaloa, qui distribuait des masques, qui fabriquait des masques, qui distribuait qui emmenait des convois alimentaires quand il n'y avait plus rien, c'était le cartel de Sinaloa et envoyait des caisses de nourriture avec la photo d'El Chapo Guzman, le chef iconique du cartel, et toutes ces populations finalement se sentaient redevables des pires criminels de la région, quoi. Sujet crucial que celui de la corruption. Si le consommateur, in fine, ici en Europe ou en Asie, aux États-Unis, peut aller acheter via les réseaux sociaux sa dose, c'est bien parce que dans tous les échelons du début de la production à la fin de la livraison, il y a de la corruption, mais y compris ici en Europe. Oui. La corruption accompagne le crime organisé et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre au trafic de drogue. Non, et puis qu'on a oublié un peu miraculeusement ou cyniquement, je ne sais pas, parce que en fait, le terme de crime organisé, il apparaît à la fin du 19e siècle aux États-Unis. C'est un rapport sur le crime organisé à New York. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la description du crime organisé, on dit ces affaires-là, leur prostitution, jeux clandestins, elles ne peuvent se réaliser qu'avec la complicité d'une partie du monde légal. C'est explicitement affirmé. Et par la suite, tout ça va se déliter. On va faire une description qui est très dichotomique. Alors, il y a le monde illégal, les méchants, et puis le monde légal, les bons, les gentils. Puis comme s'il y avait une frontière et que c'était de la cohabitation, mais sans porosité. En réalité, la porosité, elle est fondamentale pour que le système fonctionne. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu toute la dénonciation de la mafia italo-américaine, la conspiration étrangère. Donc, le crime organisé venant de l'étranger, il n'était pas dans l'ADN américain, donc on coupe toute la relation avec le monde légal, mais c'est totalement artificiel. Concrètement, comment est-ce que la drogue arrive ici en Europe, en partie par avion, beaucoup par bateau, pour qu'elle passe le cap des ports européens? Il faut bien qu'il y ait des mailles dans le filet. Alors on imagine que la quantité est tellement astronomique que tout ne peut pas être stoppé, mais il y en a bien qui passent d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, oui. Si on regarde sur la chaîne de valeur d'un kilo de coke, en Colombie, en ce moment, à l'achat pur, c'est à peu près 1200 euros. Alors ça dépend des pays, mais arriver en France, on va dire, arriver au sein de l'Union européenne, c'est entre 35 et 40 000 euros, la valeur du même kilo. Et quand on interroge les narcos pour faire calculer le prix de la corruption sur toute la chaîne, la réponse, ça fait 3 ans que c'est à peu près le même montant. Pour la corruption, c'est entre 15 et 17 000 euros pour 1 kilo de coke. C'est-à-dire que c'est à peu près un tiers du prix aujourd'hui qui est consacré à la corruption, parce que c'est toute une chaîne qu'il faut corrompre. Donc on parle de policiers, de politiques, mais aussi de dockers, par exemple? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est malheureusement un transport de marchandises. Donc effectivement, il y a toutes les autorités qui sont censées traquer et saisir. Donc c'est les douaniers, c'est les policiers, etc., bien entendu, mais il y a tous les agents de transit. En fait, un port, ça mobilise plein de métiers. Il y a les dockers, parce que effectivement, le docker doit savoir quel container il faut mettre dans telle zone avec le bon code barre, etc. Donc c'est eux qui gagnent le plus. Mais il n'y a pas seulement les dockers. On a vu avec l'affaire des bagagistes à Roissy que quand ils utilisent l'aéroport, moi ils montrent des images. Il y a quelques jours, un réseau qui a été démantelé à Roissy de bagagistes. Oui. Voilà. Les narcos me montrent des images qui filment par sécurité. En fait, ils suivent les cargaisons. Et quand c'est débarqué d'un avion à Roissy, par exemple, ou dans un aéroport européen, ils ont des gens qui vont filmer. Et on voit clairement des bagagistes. Pour être sûr que les corrompus fassent bien leur travail. Et surtout que la personne qui est payée pour sortir la valise de la chaîne de bagages ne parte pas avec. Donc ils sont suivis, ils savent qu'ils sont traqués. Donc il y a plein de gens, du bagagiste. Et puis le bagagiste, il travaille pas tout seul. C'est-à-dire qu'il a un badge, il a bien un badge d'accès. Il y a plein de gens qui voient qu'il fait... Il y a son chef qui voit qu'il fait des choses bizarres. Donc en fait, il y a toute une chaîne de corruption. Et effectivement, quand on parle de corruption, il y a aussi... Ça, c'est la corruption qui est liée au transport. Mais il y a aussi la corruption qui est liée à la production. Et là aussi, il faut corrompre plein de gens pour travailler tranquille pour ces narcos. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à peu près un tiers. Mais quand on voit les marges, la marge sur 1 kilo de coke que font les narcotrafiquants, c'est entre 4 et 6 000 %. Donc perdre jusqu'à un tiers, consacrer jusqu'à un tiers du prix à corrompre,
c'est indolore pour eux. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre, bien sûr, sur tous les dockers européens, ni sur les policiers, ni sur les douanes, mais il y a quand même un tabou européen sur cette question de la corruption, non ? Parce qu'on a une vision tronquée de la corruption qui est liée notamment à l'analyse économique, qui a un peu idéalisé, enfin beaucoup idéalisé le marché en considérant que c'était régi par l'efficience, que la corruption c'est de la dépense improductive, donc qui n'a rien à voir avec les logiques du marché et que c'est l'État qui apporte la corruption. Donc on voit la corruption que dans la sphère publique. Alors elle existe, elle est réelle. Douaniers, policiers, il y a politique, mais la sphère privée est aussi largement concernée par cette corruption qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas nommer. Alors on va utiliser d'autres termes aussi, concussion, népotisme, etc. Mais ce qu'il faudrait, c'est renommer corruption pour ces ensembles de faits, au lieu de distinguer des petites catégories qui noient un peu le poisson. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Italie, alors c'est toujours en lien avec les mafias, qui sont des formes très spécifiques d'organisation criminelle, il y a un délit qui existe, alors qui n'est que jurisprudentiel, ce qui fait qu'à chaque procès, c'est discuté, mais qui est le délit de concours externe en association mafieuse. Et le but, c'est vraiment de cibler la zone grise qui entoure le crime. C'est des personnes de la sphère légale qui ne sont pas affiliées à l'organisation criminelle, donc ce ne sont pas des membres de l'organisation criminelle, mais qui apportent volontairement, sciemment, leur concours aux opérations illégales. Et quand on voit ce concours externe en association mafieuse mis en œuvre, on voit qu'il y a plein de professions. Il y a des médecins, des avocats, des experts comptables, et puis des représentants de la sphère publique, mais on voit que tout le monde potentiellement est concerné et est susceptible d'être approché et parfois d'être assujetti, mais parfois aussi d'être complice volontaire. Vous parliez à l'instant de la singularité des mafias. Est-ce que les cartels de la drogue, d'une certaine façon, ne se sont pas mafioisés ces dernières 25 années, dans le sens où ils ont diversifié leurs activités? Alors la drogue, bien sûr, reste le cœur de l'activité, mais on parle aussi de prostitution, on parle aussi d'exploitation d'êtres humains, de trafic en tout genre. Est-ce qu'en ça, il y a quelque chose qui n'a pas changé aussi récemment ? Alors je pense que ce ne sont pas les mêmes modèles d'organisation. Les mafias italiennes sont, comme vous le disiez, très particulières. Alors elles peuvent inspirer certaines organisations, mais finalement, pour les organisations que je connais, les cartels mexicains, enfin le cartel de Sinaloa et puis d'autres organisations colombiennes et brésiliennes, c'est des modèles qui sont un peu différents, mais effectivement, ils se sont diversifiés parce qu'ils ont gagné en contrôle territorial, tout simplement. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est le développement d'une économie criminelle duale, exactement comme le font les mafias depuis malheureusement des dizaines et des dizaines d'années. C'est à la fois créer de la valeur, mais c'est compliqué, c'est faire des trafics, etc. Mais c'est aussi, à partir du moment où on maîtrise un territoire, non pas créer de la valeur, mais voler la valeur créée par d'autres. Donc, c'est l'extorsion d'entreprises, c'est voilà, tout ce qu'on peut voler localement. Ils le font aussi. Donc en cela, oui, ils ont développé un modèle mafieux qui est vraiment global au sens économique du terme. Ça, c'est vrai. Il y a un crime organisé sud-américain qui, je pense, se rapproche d'un point de vue, si j'osais le terme culturel, des mafias italiennes. C'est le crime organisé brésilien. Je pense notamment au PCC, Primeiro Comando da Capital, que je connais bien parce que j'ai été enlevé par eux le 28 octobre 2016. Et j'ai gardé contact avec le chef qui nous avait gracié, parce qu'il devait nous tuer, mon fixeur et moi. Et finalement, le chef du PCC, de ce clan du PCC, avait décidé qu'il avait vu qu'on n'était pas policier, ce qu'il suspectait. Et donc, ils ont une forme de... Le terme est totalement impropre. Eux parlent de code d'honneur, moi je parle de code de fonctionnement. Mais effectivement... ils interdisent par exemple la vente de certaines drogues. Le PCC aujourd'hui interdit la vente d'opioïdes de synthèse, alors que le Brésil, c'est le marché rêvé pour le fentanyl. Le PCC, pour l'instant, n'en vend pas. On ne vole pas des civils. Pour eux, un civil, c'est tout ce qui n'est pas un policier. On ne viole pas, etc., etc. On ne convoite pas la femme d'un autre membre du PCC, etc. Ça, c'est des codes qu'on retrouve dans certaines organisations mafieuses italiennes. Mais c'est la seule organisation, à ma connaissance, en Amérique du Sud qui va un peu vers ça et qui cherche aussi à gagner, comme vous le disiez, au-delà de l'appât du gain, à essayer de gagner cette légitimité politique et sociale.
dans un territoire brésilien qui est immense, mais qui est quand même d'un type très particulier, que sont les favelas. Et les favelas, c'est des millions et des millions de personnes qui vivent vraiment sous l'emprise du PCC. Et là, le PCC, effectivement, cherche à prendre finalement cette dimension politique que l'État n'occupe pas, parce que les favelas sont totalement abandonnés dans l'essentiel du territoire brésilien. Là-dessus, oui, Claude Champagne. Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce monde du crime, alors il y a une très grande diversité, des hiérarchies aussi. Certaines sont plus respectées que d'autres en tant qu'organisation criminelle. Et beaucoup travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes logistiques qui se mettent en place où un grand groupe fait appel aussi à de la sous-traitance criminelle. Et ça favorise des processus d'émulation et d'apprentissage. Émulation, et là on est dans la culture criminelle, hein, moi le terme je le reconnais, il y a une communication criminelle, une imagerie criminelle qui est très développée, et les mafias ça reste le modèle auquel on aimerait ressembler, alors sans forcément y ressembler. Les narcos, effectivement, ne me paraissent pas ressembler à des mafias, mais dans leur imaginaire, ça peut quand même jouer un rôle. On le voit en France aussi, la DZ Mafia qui choisit ce nom-là sans avoir rien d'une mafia. Et puis des phénomènes d'apprentissage, c'est on travaille avec, on se dit tiens, cette méthode-là, elle fonctionne, et c'est ce qui a favorisé la montée des clans albanais, qui ont travaillé avec la mafia calabraise. L'apprentissage, ça favorise une diffusion de la méthode mafieuse sans pour autant qu'on ait des organisations mafieuses au sens strict du terme. Alors, il y a beaucoup de sujets dont on pourrait parler. Le thème est vaste. Il y a, et c'est assez récent, la production, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, n'est plus en l'occurrence en Amérique centrale ou latine. Il y a aujourd'hui des laboratoires clandestins en Europe. Ils sont légion. On l'a vu, vous évoquiez la DZ Mafia avec des violences qui sont liées au trafic de drogue qui décollent. C'est impressionnant. Et une espèce de situation tentaculaire comme ça qui dépasse largement le cadre des villes. Aujourd'hui, on l'a vu en France, les campagnes, il y en a partout en fait. Oui, parce que produire certaines drogues de synthèse, pas toutes, mais produire certaines drogues de synthèse, finalement, c'est pas ça ne demande pas une logistique extraordinaire. Cependant, ça demande quand même deux choses. L'accès aux produits qui vont permettre, par exemple, je pense notamment à ce laboratoire qui a été démantelé en France, qui produisait du cristal. Le cristal, en fait, c'est une méthamphétamine. Voilà. Et ça, c'était un produit phare, un blockbuster, c'est toujours des cartels mexicains. J'ai pu observer la fabrication du cristal. Ça se fait dans des fûts en plastique, avec des acides, avec différents produits. Mais c'est un dosage qu'il faut maîtriser. Et d'ailleurs, on soupçonne que des Mexicains du cartel de Sinaloa étaient présents pour apprendre à des narcos français ou européens comment on faisait. Donc il y a un savoir-faire et il y a l'accès aussi aux produits. Mais si on a les deux, on peut produire ces drogues de synthèse partout. Et d'ailleurs, les drogues de synthèse, je pense notamment la MDMA que vous évoquiez, mais à d'autres aussi, sont produites depuis des décennies, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, dans certains pays baltes aussi, parce que, encore une fois, ça ne demande pas une logistique impressionnante, et au contraire, ce sont généralement des laboratoires qui sont tout petits. C'est quelques petites unités de production qui sont réparties dans plusieurs villes, beaucoup dans les campagnes, parce qu'il s'agit d'être discret. Et voilà, produire ces drogues de synthèse, c'est pas compliqué, en tout cas, c'est beaucoup moins compliqué que de produire, par exemple, de la cocaïne, ou même que de produire du shit, parce que finalement, là aussi, il y a un savoir-faire, mais c'est quand même des exploitations plus grandes, etc. Avec des conséquences environnementales, vous évoquiez les Pays-Bas. Notre correspondante dans la région, Alix Le Bourdon, s'est rendue précisément dans cette campagne aux Pays-Bas où la production illégale détruit des écosystèmes. On va voir un extrait de son reportage. Éric de Jong est garde forestier dans le Brabant, dans le sud du pays. Un jour qu'il patrouillait sur sa réserve naturelle, il est tombé sur une immense décharge sauvage. Il nous emmène sur ce site qui, 4 ans après, est toujours loin d'avoir retrouvé son écosystème. Les déchets avaient été déversés à même le sol. Vous êtes ici dans un lieu qui a été complètement détruit sur le plan écologique. Je le compare parfois à un champ de mines. En fait, tout ce qui entre en contact avec ce sol meurt. Mais sous terre, c'est là qu'un véritable désastre s'est produit. Et le problème, c'est que si l'on ne trouve pas la source ou si l'on ne nettoie pas, la situation ne fera que s'aggraver. Parce que les matières toxiques se déplacent sous terre et ne se décomposent pas. En plus des multiples petits dépôts illégaux, la province compte désormais 5 sites comme celui-ci, avec à la clé une très lourde facture d'assainissement. Au total, on estime que le nettoyage de ce dépôt de drogue va coûter 2 500 000 €. Mais nous n'avons pas encore terminé, alors ça pourrait être encore plus. À quelques dizaines de mètres de là, les restes du laboratoire démantelé sont encore visibles.
Ici, il y avait une blanchisserie de cocaïne. C'est un endroit où la cocaïne est lavée, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est décomposée chimiquement. Elle arrive souvent dans ce genre de laboratoire sous la forme de carton ou de textile. C'est comme ça qu'elle arrive à passer clandestinement. Elle est ensuite extraite de ces matières par un processus chimique. Lors de récents démantèlements de laboratoires, Éric de Jong a remarqué un phénomène inquiétant. Aucun déchet n'a été trouvé aux alentours, laissant craindre une filière encore inconnue de décharge de matières toxiques. Face à ces techniques sans cesse renouvelées, la police de la région cherche à s'adapter. Le Limbourg est situé entre l'Allemagne et la Belgique et les criminels ne veulent pas parcourir de longues distances avec ce type de déchets. Ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible. Voilà, extrait signé Alix Le Bourdon à voir dans son intégralité dans quelques minutes. On en revient à ce qu'on disait au début de cette émission, y compris dans le traitement des déchets liés à la production de la drogue sur le sol européen. Les trafiquants vont plus vite dans l'inventivité des filières pour extraire les déchets que ne travaillent les policiers. Oui, enfin là, c'est même pas de l'inventivité. Hein. Ils balancent les déchets chimiques sans aucune préoccupation. Oui, mais voir créer des filières pour extraire les... Oui, parce qu'après, quand ils commencent à être repérés, ils essaient de se reporter ailleurs. Hein. C'est les effets ballons. La pression s'accentue à un endroit. On déplace les choses. Aux Pays-Bas, on a même formé la population dans les campagnes à reconnaître des odeurs suspectes pour identifier mieux ces laboratoires et appeler la population à la vigilance et à dénoncer aussi ces faits-là. Voilà, une fois qu'on a dressé un tableau assez rapide de la situation, question posée, sommes-nous forcément démunis pour lutter contre ce narcotrafic à l'échelle mondiale? On sait qu'au Mexique, on est en guerre depuis 20 ans contre les cartels avec l'efficacité et le résultat que l'on connaît. Ici en France, il y a eu récemment cette loi adoptée qui s'appelle « Sortir la France du piège du narcotrafic », création d'un parquet national anticriminalité, construction de prisons sur le modèle italien, on en parlait tout à l'heure. Vous dites, vous, Bertrand Monnet, mais avec d'autres aussi, que le nerf de la guerre, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, on n'y arrivera pas? Oui, je pense qu'effectivement, il faut revenir aux motivations essentielles des narcotrafiquants, et on en parlait, c'est l'argent. Et généralement, alors ils commencent à être payés de plus en plus en crypto-actifs, en crypto-monnaie. Mais bon. Même si ça reste une part infime aujourd'hui du marché c'est de plus en plus utilisé entre eux. C'est-à-dire que les importateurs, les grossistes, en fait, paient de plus en plus les narcos sud-américains en crypto-monnaie. Ça échappe à tout compte. Voilà, c'est traçable, mais après, c'est des portefeuilles de crypto-monnaie qui sont immédiatement explosés en plein de petits portefeuilles qui appartiennent à des gens qui sont payés pour ça, des mules, tout simplement. Donc c'est traçable, mais ça demanderait beaucoup de moyens, bref. Mais c'est des gens qui sont passionnés qui ne travaillent à mon sens que pour l'argent. Et cet argent-là, généralement, donc soit il est en crypto, soit il est en cash, mais dans les deux cas, dans cette forme-là, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors ils gardent une partie de l'argent en cash parce qu'ils en ont besoin, pour acheter plein de produits illicites, pour corrompre parfois en cash, etc. Mais il y a quand même une majeure partie de leurs revenus qu'ils doivent transformer en argent utilisable. Et c'est le processus du blanchiment d'argent. C'est des processus qui sont connus de toutes les polices de la Terre. Mais ça demande des moyens de tracer ça, premièrement. Donc ça demande des moyens judiciaires, des moyens de police spécialisés, parce que c'est souvent des schémas compliqués. Mais ça demande aussi le courage de mobiliser tout un tas de professions de la sphère privée qui sont assujetties aux lois anti-blanchiment et qui ne font pas preuve d'un grand dynamisme. Les banques sont systématiquement utilisées pour blanchir de l'argent. Elles ont une obligation pénale telle qu'elles font le maximum que ce qu'elles peuvent faire, même si évidemment il y a des trous dans la raquette. Mais il y a plein d'autres professions. Vous mentionnez les experts comptables, les agents immobiliers, toutes les professions du jeu. Il y a plein de professions en fait qui peuvent être utilisées par les blanchisseurs ou anesthésiées afin qu'on ne voit pas les opérations de blanchiment. Et pour l'heure, il n'y a pas une pression phénoménale qui est mise sur ces professions-là, alors qu'elles font très peu de déclarations de soupçons, en l'occurrence à Tracfin, le service financier, service de renseignement en charge de ça. Et le deuxième point, quand on parle de blanchiment, ils utilisent aussi, et ça c'est très connu, des trous noirs de la finance mondiale que sont les paradis bancaires. Il y a Panama, Dubaï, il y en a plein comme ça. Hein. Et ça, ce sont des États qui, là aussi, on ne peut pas dire qu'il y a une pression diplomatique internationale phénoménale sur Dubaï pour que, enfin, l'opacité financière cesse dans des États comme cela. On aura beau, Clotilde Jean Perrache, essayer de faire des lois pour frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Il faudrait que l'effort soit international, précisément. Oui, puis la loi, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut des moyens humains, techniques.
La police judiciaire actuellement en France est en très grande souffrance. On manque d'enquêteurs. Du coup, les enquêteurs qui sont en place, ils sont surchargés de dossiers. Ils ne peuvent pas être dans une logique systématique d'enquête patrimoniale qui permet la saisie de ces patrimoines criminels. Or, c'est ce qu'il faudrait faire parce qu'on dit on va les attaquer au portefeuille. C'est noble, c'est aussi ce qu'a fait Falcone en suivant la trace des flux financiers, mais ça demande un investissement de long terme qui ne correspond pas forcément au temps médiatique et au temps politique. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'opérations place nette qui finalement n'ont pas produit beaucoup d'effets, y compris en termes de saisie alors de marchandises mais d'argent ou d'armes. Mais l'enquête patrimoniale, c'est quelque chose de moins glamour, de moins visible, qui prend des mois. Mais plus efficace. Oui, parce que ça permet de frapper largement et si possible frapper une organisation criminelle plus que tel ou tel individu. D'un mot pour conclure, Bertrand. Oui, et puis il faut vraiment mobiliser. C'est une mobilisation diplomatique internationale, effectivement, qui doit être mise en place, parce que beaucoup d'argent criminel gagné en France est transféré dans d'autres pays où là, la lutte anti-blanchiment est quasi inexistante, transférée de façon très discrète via des systèmes de transfert quasiment intraçables, comme la Hawala, par exemple. Voilà, donc il faut vraiment que là, ce soit une coopération internationale très très dynamique qui se mette en place pour lutter. Et puis les saisies, aussi impressionnantes soient-elles, d'argent comme de drogue, restent des gouttes d'eau dans l'océan. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, bien sûr, mais voilà, long est encore le chemin. Merci infiniment à tous les deux d'avoir ouvert quelques portes de réflexion ensemble. Clotilde Champérache, Géopolitique des mafias, qui est sortie aux éditions du Cavalier Bleu. Bertrand Monet, on vous lit dans Le Monde. Je renvoie à nouveau sur cette enquête narco-business et donc une nouvelle série à suivre tout bientôt sur la Colombie et avec un focus sur la fabrication de la cocaïne. Merci infiniment. Une émission à revoir en replay ou à réécouter en podcast. On reste dans notre sujet pour voir dans son intégralité le reportage d'Alix Le Bourdon dont on a découvert un extrait à l'instant et on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.